Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de cybersécurité. Et le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, ça va être les rapports d'audit et les rapports d'audit de sécurité plus particulièrement. Alors je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous quand on aborde ce genre de sujet, parce que c'est relativement complexe. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est vraiment très important, parce que c'est les seules données que le client va pouvoir garder sur le long terme une fois que vous aurez fait un audit. Alors, je vais essayer de découper la vidéo en plusieurs catégories en fonction des types d'audits et en fonction des types de rapports qu'il va pouvoir y avoir. Le premier, c'est ce qu'on va appeler les audits organisationnels. Donc, c'est plutôt des audits qui vont avoir lieu vis-à-vis des normes de sécurité. Et là, il y a une norme qui est un petit peu maîtresse dans le milieu de la cybersécurité, c'est la norme ISO 27001, qui est la norme de management de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, quand on va faire un audit au niveau de la norme ISO 27001, souvent on va faire un audit pour passer la certification. Donc, ce sont des audits qui sont de conformité. Et donc là, l'objectif de l'audit et du rapport, c'est de mettre en lumière la non-conformité majeure ou mineure vis-à-vis du référentiel. Donc ça, c'est vraiment si on va être qualifié en tant que ISO 27001. Ce n'est pas forcément des cabinets d'audit de sécurité qui vont le faire, mais plutôt des cabinets qui font uniquement des audits de ce type-là. Vous, en tant que cybersécurité, vous allez plus souvent faire ce qu'on appelle des audits d'état des lieux SSI. Et pour cela, vous allez souvent utiliser le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, qui est très bien fait, qui représente 42 métriques, dans lequel vous allez retrouver différents éléments comme sensibiliser et former, par exemple. Vous allez retrouver, par exemple, sensibiliser l'utilisateur aux bonnes pratiques des éléments de sécurité. Ensuite, on va avoir connaître le système d'information. Donc, vous allez avoir tout un tas d'éléments. Et donc, souvent, vous allez vous baser sur ces éléments-là pour arriver à faire votre état des lieux. Donc là, l'objectif du rapport en fait de cet état des lieux SSI, c'est de mettre en avant des axes d'amélioration et les bonnes pratiques que vous avez pu identifier. Donc là, on est plutôt sur un document sous format Word avec différents éléments qu'on va pouvoir retrouver au fur et à mesure dedans. Mais surtout, vous allez fournir un plan d'action pour améliorer la sécurité de la société que vous avez auditée et avec des priorités. Parce que bien sûr, tout n'est pas à prioriser en particulier et en fonction des budgets de la société, ça va aller plus ou moins rapidement. Souvent, c'est des plans d'action qui sont sur entre 2 et 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et des choses qui sont plus ou moins rapides à corriger. Si on rentre plus en profondeur dans les audits organisationnels, on a l'audit qui est l'analyse de risque, qui est l'élément le plus complet, on va dire, et qui est souvent la base de beaucoup de choses. L'analyse de risque, c'est tout d'abord un espèce de fichier Excel avec plein de graphiques. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que tous les documents que j'ai pu trouver, ils sont confidentiels, donc je ne peux pas vous les publier comme ça pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je vous invite à aller voir la méthode EBIOS RM sur Internet et vous trouverez peut-être des exemples qui s'en rapprochent. Mais globalement, on va faire un état des lieux vis-à-vis de l'ISO 27001. On va identifier les éléments qui sont les plus importants pour la société, donc souvent ces éléments qui sont métiers. Donc, je ne sais pas s'il y a un logiciel ou s'il y a une information qui est très importante pour le métier qui ne doit absolument pas fuiter ou qui ne doit absolument pas être compromise. On va identifier les éléments qui sont redoutés, donc les potentielles menaces qui pourraient venir aller toucher les éléments qui sont très importants pour la société. Et grâce à ça, on va proposer un plan d'action pour supprimer les risques qui ont pu être identifiés. Donc on va avoir tout un tas de niveaux de matrices. On va avoir des niveaux de risque qui vont être plus ou moins importants en fonction de la vraisemblance du risque et en fonction de l'impact qu'il peut avoir. Par exemple, si on prend une donnée métier qui est très importante et qui est très exposée sur Internet et qu'il n'y a aucune sécurité, on va avoir un niveau de risque qui va être très important. Par contre, si on a une donnée publique qui, elle, est vraiment protégée en termes de sécurité et il n'y a aucune chance que les gens viennent l'atteindre, et ben on aura un niveau de risque qui va être très faible. Il y a des risques qu'on va choisir d'accepter et il y a des risques qu'on va choisir de traiter. Et on va essayer de traiter en priorité les risques les plus élevés qui ont un impact les plus importants et qui sont les plus rapides à corriger. Pour les audits techniques, et je pense que vous êtes nombreux à être intéressés par cette partie-là, on va utiliser ce qu'on appelle le référentiel PASI. Donc le référentiel PASI, c'est pour les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est un référentiel qui a été fait par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui va définir tous les éléments qui doivent être retrouvés dans les différents rapports et toutes les qualités que doivent avoir les auditeurs pour pouvoir auditer des systèmes qui sont d'intérêt vitaux pour l'État ou qui sont essentiels pour l'État. Globalement, je vous conseille d'aller lire ce référentiel-là pour en apprendre beaucoup, parce que ça vous permettra de structurer tout un tas d'éléments et ça vous permettra d'avoir une vraie rigueur, en tout cas dans ce que vous réalisez. Si on prend le premier audit de sécurité qu'on a pu parler d'un point de vue technique, c'est l'audit d'architecture. Donc là, le rapport qui va être fourni, ça va être un document Word dans lequel on va identifier des non-conformités techniques que l'on a pu identifier dans les différents documents qui nous ont été transmis, que ce soit des matrices de flux, que ce soit des schémas réseau, que ce soit des extractions de configuration de pare-feu, ou par exemple dans les différents échanges qu'on a pu avoir avec le prestataire. Parce que
dans l'audit d'architecture, on a une partie déclarative et cette partie déclarative, c'est les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble des intervenants du système d'information. Et à partir de là, vous allez proposer des améliorations en fait pour toutes les non-conformités que vous avez pu identifier. Par exemple, si le prestataire a un système de sauvegarde mais qui ne fait pas de test de remontée de sauvegarde une fois par an, par exemple, et ben ça va être une amélioration que vous allez pouvoir mettre en place et que vous allez proposer. Donc vous allez faire plusieurs propositions et à chaque fois, pour chaque proposition, vous allez mettre un ordre d'importance et plus ou moins un coût parce que chaque proposition n'a pas forcément le même coût. Ici, ce que vous pouvez voir dans ce référentiel-là, c'est qu'il n'a pas forcément évolué depuis 2015 parce qu'ils font des versions très peu régulièrement. Mais la dernière version de 2015 est celle qui fait foi. Vous avez toutes les exigences relatives au prestataire, par exemple pour l'audit d'architecture. Et ici, on voit par exemple que le prestataire doit voir au moins à minima un schéma d'architecture de niveau 2 ou du niveau 3 du modèle OSI, une matrice des flux, des règles de filtrage, la configuration des équipements réseau, routeurs et commutateurs, les interconnexions avec des réseaux tiers ou Internet, l'analyse de risque du système. Donc on voit que finalement l'analyse de risque dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment la base en fait avant de faire d'autres audits techniques, et des documents d'architecture technique liés à la cible. Et donc là, on a vraiment toute la liste des éléments qui sont nécessaires pour que l'audit d'architecture puisse être mis en place. Et après, il y a beaucoup moins d'informations par contre sur ce qu'on doit retrouver dans le rapport. Donc on est beaucoup plus orienté sur l'analyse, même si sur la partie rapport, on a quand même quelques points, mais qui sont beaucoup moins détaillés. Et donc là, après, c'est à vous de créer votre propre document qui va rassembler, on va dire, les points qui sont mis et expliqués ici dans ce document. Ensuite, on a l'audit de configuration. Pour rappel, l'audit de configuration, c'est le fait d'auditer la configuration d'un produit vis-à-vis d'un référentiel, alors que ce soit le référentiel de l'ANSI ou que ce soit un référentiel du constructeur, de l'éditeur. Là, dans la grande majorité des cas, le rapport qui va être fourni, c'est un fichier Excel où pour chaque ligne, on va avoir une conformité ou une non-conformité vis-à-vis justement de l'exigence qui a été mise. Et bien sûr, on va fournir un plan d'action pour être conforme au référentiel. Arrive enfin la dernière partie qui est la partie test d'intrusion où on a des rapports qui sont extrêmement fournis. Ce sont des rapports qui font environ une soixantaine de pages dans la plupart des cas. Donc c'est un Word, en tout cas nous la manière dont on l'abordait, c'était un Word qui était en deux parties. Il y avait une première partie qui était managériale avec une approche par les risques associée à un niveau de risque dû au périmètre. C'est-à-dire que vous aviez une première explication de comment s'était déroulé l'audit, pourquoi on faisait cet audit, quelles étaient les méthodes qui avaient été appliquées. On prenait le périmètre et en fonction des CVE qui avaient été trouvés, en fonction du scoring CVSS de chaque vulnérabilité, on faisait une moyenne et cette moyenne donnait un niveau de risque général et ce niveau de risque général avait une explication managériale. Ensuite, on avait une seconde partie qui était beaucoup plus technique. Et cette partie technique, on avait à chaque fois les vulnérabilités et dans chaque vulnérabilité, on avait une description de la vulnérabilité, ce que l'on avait pu constater et comment la corriger pour que la personne puisse bien comprendre comment pouvoir remédier à ces différentes vulnérabilités. C'est comme ça qu'on peut contrôler la différence entre un rapport fait par un expert et un rapport fait par un débutant. Bien sûr, le débutant, il va se focaliser majoritairement sur l'aspect technique et il va mettre toutes des explications qui sont très techniques et il va insister sur la phase d'exploitation. Alors que la personne qui est plus expert dans le domaine en cybersécurité, elle va plutôt avoir une approche beaucoup plus par les risques et elle va essayer bien sûr d'expliquer de la manière la plus simple possible les vulnérabilités et surtout d'approfondir les recommandations pour que les personnes soient en capacité à les corriger le plus simplement possible. Par exemple, moi à mes débuts, la problématique que j'ai eue dans mon premier rapport, c'est que j'avais trouvé une 0D sur le contrôleur Wi-Fi et sur les 40 pages du rapport, il y en avait 30 sur la 0D. Et donc concrètement, les personnes à qui j'ai donné le rapport n'ont rien compris au rapport et donc ça n'aura pas du tout servi. Et donc j'ai dû complètement remodifier mon rapport pour qu'elles puissent comprendre l'intérêt d'aller modifier cette vulnérabilité-là. Bien sûr, aussi, beaucoup trop de débutants n'automatisent pas leur rapport et donc ils passent un temps infini, on va dire, à faire un rapport. Aujourd'hui, il existe des outils, par exemple comme Pondoc, que vous pouvez trouver sur GitHub, qui sont totalement libres, qui vous permettent d'automatiser en fait la génération des rapports. C'est-à-dire que vous allez avoir une base de données dans laquelle vous allez avoir vos vulnérabilités, sachant que dans un pentest, il y a très régulièrement les mêmes vulnérabilités qui reviennent. Et après, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du drag and drop et dire, bah voilà, vous avez le template de votre rapport qui est toujours le même, et après, vous allez juste faire du drag and drop de vos vulnérabilités dedans, et vous allez éditer uniquement la partie preuve de concept, et potentiellement adapter la partie recommandation en fonction de votre client. Mais vous allez gagner énormément de temps sur la partie rapport. Vous pouvez faire de même avec la partie support de présentation, parce que bien sûr, il faudra expliquer toutes les vulnérabilités qui ont pu être trouvées dans une présentation vis-à-vis du client pour être sûr qu'il ait bien compris tous les éléments.
Donc on s'aperçoit qu'il y a différents types de rapports de sécurité qui n'ont pas forcément la même visée et le même objectif, qui n'ont pas forcément le même format, mais tous ont la même finalité, c'est-à-dire aider l'entreprise à monter en termes de sécurité. Et il faut qu'il soit le plus explicite et le plus compréhensible par tous. Et ça, je dis, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, les personnes, quand elles font un rapport, elles pensent que c'est des techniciens qui vont l'avoir en face. Et dans la majorité des cas, ce sont plutôt des directeurs qui n'ont pas forcément vos compétences en informatique. Donc prenez le temps de faire un rapport qui explique globalement les choses et qui soit lisible par tous. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide qui est dans la description. Il est offert, donc n'hésitez pas à le récupérer. Si vous aimez ce type de vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!